Alors bonjour à tous, bonjour à vous. Donc moi c'est Gaël Campidos, président général du Conseil de prud'homme d'Argentan, défenseur syndical et membre de la commission juridique régionale de Lyon-Normandie. Je pense que pour pouvoir vous dissocier, le mieux ce serait peut-être qu'on fasse un petit tour de table d'abord pour vous présenter si vous voulez bien. Bonjour, bonjour à tous, donc, je suis Stéphane Blondel, je suis responsable régional du service lutte contre le travail illégal de l'URSSAF Normandie. Sophie Condamine, je suis avocate au barreau de Caen, membre du réseau ALEC, et donc j'interviens principalement dans le droit social, dans le droit du travail, aux côtés des salariés, dans le conseil de prud'homme majoritairement. Bonjour à tous et tous, Nicolas Bessot, donc directeur régional adjoint de la DRETS, c'est la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et de solidarité, donc qui gère notamment les services d'inspection du travail, donc c'est environ 200 personnes en Normandie, dont 110 agents de contrôle au total, dont 6 spécialisés sur le travail illégal. On aura l'occasion d'y revenir dans la journée. Thierry Envoy, secrétaire régional de Lyon-Normandie. Par ailleurs, également défenseur syndical et responsable du secteur juridique localement. Merci. Merci à Samia pour son introduction. Donc vous aurez compris, le but de la journée d'aujourd'hui, c'est le travail illégal. Et je fais avant tout le constat que ça a de forts impacts sur les finances publiques, sur l'application du droit du travail, sur le respect d'une concurrence loyale entre les acteurs économiques et aussi sur la cohésion sociale. Un livre entier, le deuxième de la 8e partie du Code du travail, un livre entier traite du travail illégal. Une première question que je souhaiterais poser à M. Bessot. Pourriez-vous, parmi les 6 formes existantes de travail illégal, énumérer à l'article L8211-1 du Code du travail, situer un peu plus en détail le travail dissimulé, l'objet de notre première table ronde. Oui, donc le travail illégal, on a vu avec le micro-trottoir que c'est beaucoup perçu autour du travail au noir, travail non déclaré, mais il y a d'autres réalités, c'est un ensemble d'infractions finalement. Il y en a 6 qui sont listées principalement par le Code du travail, et puis au fur et à mesure des évolutions législatives, parce que dans ce domaine comme dans les autres domaines d'infraction, le législateur adapte les sanctions par rapport à l'évolution de la société. On verra qu'il y a le travail au noir classique, il existe toujours, mais il est maintenant relativement résiduel. Il y a d'autres modalités de travail illégal qui apparaissent et qui se développent, évidemment, avec les plateformes, on y reviendra. Donc c'est un système qui est en évolution permanente, ce qui veut dire qu'on a 6 infractions principales et puis on a des infractions connexes. Alors dans les 6 infractions principales, ce qui relève du travail illégal, le premier, c'est le travail dissimulé, donc ce qu'on va aborder à l'instant, avec 2 réalités différentes. Le travail dissimulé par dissimulation d'activité, c'est-à-dire l'entreprise qui n'est pas déclarée. Je vais en bord de la route sans avoir déclaré quoi que ce soit au registre du commerce et de société. La deuxième dissimulation, c'est la dissimulation d'emploi. Donc là, c'est le travail au noir qu'on a entendu dans le micro-trottoir tout à l'heure, c'est-à-dire le salarié qui n'est pas déclaré du tout, et donc il n'y a aucun droit, on l'a évoqué également, donc tout ça c'est dans le travail dissimulé. Ensuite, on a les 2 infractions liées au prêt de main-d'œuvre, donc le marchandage et le prêt illicite de main-d'œuvre. Donc c'est lorsqu'on, comme le terme l'indique, on prête un salarié avec, dans la situation de marchandage, un préjudice pour le salarié, c'est-à-dire qu'il ne toucherait pas tous ses droits ne bénéficie pas des droits auxquels il aurait droit en étant salarié de l'entreprise. Et puis le prêt illicite de main-d'œuvre, c'est lorsqu'une entreprise prête un de ses salariés à une autre entreprise en dehors du cadre légal, puisque le prêt de main-d'œuvre peut être illégal, le Code du travail encadre cette pratique-là, mais ça suppose l'accord du salarié, ça suppose une convention. Et donc dans le prêt illicite de main-d'œuvre, le prêt se fait en dehors de ce cadre légal ou en dehors du cadre légal de l'intérim, par exemple. Et puis, il y a d'autres infractions un petit peu moins fréquemment utilisées en matière de travail illégal. Il y a le cumul interdit d'activités. Ça concerne le dépassement de certaines durées du travail ou l'interdiction, par exemple, pour un fonctionnaire d'exercer certains emplois. Donc,
dès lors qu'il y a une réglementation qui vous interdit de cumuler plusieurs activités, ça rentre également dans la définition du travail illégal. Un point qu'une dame a évoqué dans le micro-trottoir, c'est le travail des étrangers sans titre les autorisant à travailler. Donc il y a également une situation la 5e situation de travail illégal, et la 6e qui tourne autour des fraudes aux prestations de Pôle emploi. Donc quelqu'un qui bénéficie d'une indemnisation et puis qui malgré tout travaille en dehors du cadre évidemment prévu par France Travail. Donc voilà pour les principales formes de travail illégal. Et puis comme j'ai indiqué, il y a des infractions connexes. Le recours sciemment au travail dissimulé, c'est aussi sanctionné maintenant par le Code du travail. Le fait de faire de la publicité autour du travail illégal ou sur des prestations qui induisent du travail illégal, c'est également sanctionné. Donc on a comme ça finalement tout un ensemble beaucoup plus vaste que le micro-trottoir ne peut laisser penser, mais c'est un peu normal parce que c'est une réglementation qui malgré l'ancienneté du phénomène, évolue, et donc on a tout un ensemble d'infractions en tant que telles. Merci, M. Bessot, pour l'adresse. Monsieur Blondel, le regard de l'URSSAF, on vient de voir que le travail dissimulé, ça peut être par dissimulation d'activité ou par dissimulation d'emploi salarié. Si on se penche un peu plus sur la dissimulation d'activité, est-ce que vous pourriez nous situer, nous expliquer les comportements qui caractérisent la dissimulation d'activité? Oui, alors, la dissimulation d'activité, c'est une dissimulation qui va concerner essentiellement l'entreprise en tant que telle, à séparer de la dissimulation d'emploi salarié qui va plutôt concerner les salariés qu'on verra dans un deuxième temps. Au niveau de la dissimulation d'activité, c'est régi par le Code du travail, c'est l'article 82-21-3 du Code du travail pour clarifier la chose. Elle prévoit notamment la dissimulation d'activité, elle concerne forcément une activité qui va être à but lucratif. Il faut qu'il y ait un intérêt financier dans ce cadre-là. L'article, il prévoit 3 distinctions, 3 thématiques particulières sur la dissimulation d'activité. Vous allez avoir dans un premier temps la dissimulation de l'immatriculation de l'entreprise. Donc une entreprise qui ne va pas être inscrite au RNE, par exemple, le registre national des entreprises, pour tout ce qui va être notamment artisanat, donc il y a une obligation d'inscription. Si vous n'êtes pas inscrit, vous êtes en dissimulation d'activité. Vous avez également tout ce qui va être registre du commerce et des sociétés pour les autres types d'entreprises, lorsque la formalité est obligatoire. À titre d'exemple, je peux vous donner des dissimulations d'activité. Vous allez avoir notamment une entreprise qui va être immatriculée, mais qui va souhaiter faire une deuxième activité et qui ne va pas immatriculer cette deuxième activité, cette activité secondaire. Elle ne va pas être enregistrée. Dès lors, on se retrouve en situation de dissimulation d'activité. Vous avez également le cas d'un entrepreneur qui va ouvrir une entreprise, un établissement secondaire, une entreprise qui va ouvrir un établissement secondaire et qui ne va pas l'enregistrer. On est également sur ce type de dissimulation, d'activité. On a également le cas d'entreprises, que vous pouvez peut-être connaître, qui vont être radiées parce qu'elles n'ont pas enregistré correctement les formalités pour pouvoir s'immatriculer, elles sont radiées, mais elles continuent leur activité. Dans ce cas-là, on se retrouve sur une dissimulation d'activité. Et également les entreprises qui vont être radiées par décision, notamment de justice, une liquidation judiciaire, tout simplement. Et l'entreprise continue son activité alors qu'elle a été liquidée. Dans ce cas-là, on se retrouve sur une dissimulation d'activité. Ça, c'est le premier pan de la dissimulation d'activité qui va être lié à l'inscription de l'entreprise. Le deuxième, ça va être lié aux déclarations que les entreprises, notamment les travailleurs indépendants, les micro-entrepreneurs, vont devoir faire auprès de l'URSSAF, mais également auprès de l'administration fiscale. Au niveau de l'URSSAF, ça va notamment concerner l'entreprise qui ne va pas s'immatriculer pour déclarer les salaires de ses salariés. C'est un premier point, c'est une obligation d'inscription. Donc là, on est sur une dissimulation d'activité. Mais également pour les travailleurs indépendants, l'obligation pour le travailleur indépendant de s'immatriculer auprès de l'URSSAF pour faire ses déclarations, mais également l'absence de déclaration. Une fois que vous êtes immatriculé, il faut également faire ces déclarations de chiffre d'affaires, par exemple, pour un micro-entrepreneur, ou ces déclarations de revenus pour un travailleur indépendant. Si ce n'est pas fait ou si c'est minoré, parce que vous avez aussi des cas de personnes qui vont minorer leur déclaration, on se retrouve en dissimulation d'activité.
Ça, c'est le deuxième point qui est prévu par la dissimulation d'activité. Enfin, il y a le troisième qui est un petit peu plus complexe, qui va concerner les entreprises étrangères. Donc le fait, je vais vous faire assez court, et rapidement, parce que là c'est vraiment assez détaillé, c'est assez pointu. Le fait pour une entreprise étrangère de détacher des salariés sur un territoire, on va prendre la France, alors que dans le pays d'origine, le pays d'envoi, où les salariés sont envoyés en France, il n'y a quasiment pas d'activité correspondant à ce qui est fait en France. Un cas très simple, il n'y a que de la comptabilité dans le pays d'envoi. Les salariés font de la maçonnerie en France. L'activité n'est pas présente dans le pays d'envoi. Ce n'est pas autorisé. Si on a que de la gestion administrative ou de la gestion comptable dans le pays d'envoi, ce n'est pas possible d'envoyer ces salariés pour une autre activité. On se retrouve en dissimulation d'activité dans ce cas-là. Et on a également le deuxième point, c'est une entreprise étrangère qui envoie ses salariés en France alors qu'en fait elle a une activité stable, habituelle, continue en France. Et dès lors, on n'est plus en situation de détachement, puisque le détachement, par définition, c'est une activité temporaire. Hein. C'est pour une mission ponctuelle, alors qui peut durer plus ou moins longtemps, mais ça reste normalement du ponctuel. Et l'idée, c'est de revenir après dans son pays d'origine pour continuer son activité dans son pays d'origine. Voilà un petit peu les différents cas de travail dissimulé par dissimulation d'activité. On n'oubliera pas que le caractère intentionnel des omissions doit être prouvé pour pouvoir justifier de ce caractère dissimulé. Donc elle doit être volontaire. Voilà un petit peu sur les différents cas de travail dissimulé par dissimulation d'activité. Merci Michel Gondel. Donc on vient de voir les spécificités du travail dissimulé par dissimulation d'activité. Et si on veut se pencher maintenant du côté de la dissimulation d'emploi salarié, est-ce que, Maître Condamine, vous pourriez situer un petit peu les types de commissions qui caractérisent ce type de travail dissimulé? Oui, alors effectivement, la dissimulation d'emploi salarié, c'est le deuxième pan du travail dissimulé, comme vient de le rappeler tout à fait précisément M. Blondel. Nous, dans nos cabinets d'avocats, c'est le travail dissimulé quand on intervient aux côtés des salariés, le type de travail dissimulé en tout cas auquel on est le plus confronté, je dirais, et qui peut se présenter sous trois formes. Tout d'abord, on a des salariés qui travaillent pour le compte d'une entreprise, mais ou d'une structure quelle qu'elle soit, mais qui n'ont pas été déclarés, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de déclaration préalable à l'embauche effectuée au sein de l'URSSAF. D'ailleurs, souvent on sollicite les services de l'URSSAF, les salariés sont amenés, quand ils ont un doute, à écrire ou à interroger les services de l'URSSAF pour savoir si cette déclaration préalable à l'embauche a bien été faite, parce qu'elle n'est pas toujours justifiée par les employeurs, et pour cause parfois elle n'est pas faite du tout. Ça, c'est le premier type de dissimulation d'emploi salarié. Vous avez également... alors, la dissimulation d'emploi salarié, elle peut être partielle ou totale. C'est-à-dire que le deuxième problème qu'on rencontre en la matière, que rencontrent certains salariés, c'est le fait qu'ils ne reçoivent pas, par exemple, de bulletins de salaire qui justifient de leur activité au moins le mois, ou alors qu'ils reçoivent des bulletins de paie, mais qui ne mentionnent qu'une partie du travail qu'ils ont fourni pour le compte de leur employeur. C'est-à-dire qu'ils ont fait des heures supplémentaires, qui ne vont pas être déclarées par l'employeur, qui ne sont pas payées non plus, dans ces cas-là, le plus souvent. Donc voilà, mais quand on a un bulletin de paie qui ne fait mention que d'une partie du travail fourni par le salarié, on est dans une dissimulation qui n'est de fait que partielle. Et puis le troisième type de travail de dissimulation d'emploi salarié, c'est le fait pour un employeur de ne pas payer, de ne pas faire des déclarations, à déclarer l'emploi du salarié, mais de ne pas payer les cotisations afférentes aux heures de travail effectuées par le salarié, de ne pas déclarer auprès des organismes sociaux, URSSAF, etc. Ce qui fait que le salarié peut être privé de certains droits, droit auprès de France Travail, ultérieurement quand il y a une rupture du contrat, droit, s'il y a des cotisations de sécurité sociale qui ne sont pas payées, ça peut être une difficulté quand il y a un accident du travail, etc. etc. Donc, ce troisième type de dissimulation d'emploi salarié, c'est effectivement de ne pas déclarer la totalité du travail fourni par certains salariés auprès des organismes sociaux, ce qui peut effectivement avoir un impact très important derrière sur le droit des salariés. Alors, ce qu'il faut quand même ajouter donc, par rapport à ces trois types de dissimulation d'activité d'emploi salarié, c'est que cela suppose l'existence évidemment d'un contrat de travail, un contrat de travail conclu entre l'employeur et le salarié, et notamment, on va y revenir, mais l'existence d'un lien de subordination entre le salarié et l'employeur, c'est-à-dire que
le salarié travaille pour le compte d'un employeur qui dirige l'activité, qui organise le travail et le contrôle. Et ça suppose également, bien évidemment, l'existence d'un temps de travail effectif, c'est-à-dire d'un travail réalisé par le salarié sous l'autorité de l'employeur pendant le temps duquel il ne peut pas vaquer à ses occupations personnelles. Évidemment, pour qu'il y ait travail dissimulé, il faut un travail accompli dans le cadre d'un contrat de travail et un travail effectif. Et donc, cette dissimulation d'emploi salarié, comme je le disais tout à l'heure, elle peut être totale ou partielle. Alors, effectivement, nous, dans notre activité, on est souvent confrontés à des salariés dont l'activité a pu être déclarée, mais comme je le disais tout à l'heure, qui ont effectué un certain nombre d'heures, qui n'ont pas été rémunérés en totalité. Et donc, à partir du moment où cette pratique de l'employeur de ne rémunérer qu'une partie des heures de travail fournies par le salarié devient habituelle, effectivement, on peut considérer que ça constitue du travail dissimulé, parce que l'employeur, là, du coup, on peut démontrer l'intention qu'il a eue de dissimuler, au moins partiellement, le travail effectué par le salarié. Parce que, comme le disait M. Blondel à l'instant, le travail dissimulé, pour qu'il soit reconnu comme tel, notamment par un conseil de prud'homme, il suppose la démonstration d'une intention de l'employeur de dissimuler totalement ou partiellement le travail d'un salarié. Donc, c'est vrai que l'appréciation des juridictions peut être assez différente en termes de travail dissimulé. Sur un même dossier, vous pouvez avoir un conseil de prud'homme qui va reconnaître le travail dissimulé, et la cour d'appel qui va considérer que l'intention de l'employeur n'est pas suffisamment démontrée pour reconnaître le travail dissimulé. Puisqu'effectivement, nous, en tant qu'avocats de salariés, on saisit le conseil des prud'hommes d'une demande d'indemnisation du préjudice du salarié, du fait du travail dissimulé dont s'est rendu coupable son employeur. Et la sanction et ce que peut obtenir le salarié à ce titre-là, c'est une indemnité forfaitaire équivalente à 6 mois de rémunération brute. Et effectivement, ça suppose de démontrer le fait que l'employeur savait ce qu'il faisait. Alors, quand il n'a pas fait la déclaration préalable à l'embauche, on peut quand même considérer qu'il est normalement au courant. Quand on embauche un salarié, il faut le déclarer. Voilà. Après, un simple retard dans l'exécution, dans la réalisation de cette déclaration, elle peut être considérée comme constituant un travail dissimulé. Mais suivant les juridictions, il y a de la jurisprudence qui vient dire que même si le travail dissimulé est par la suite régularisé par l'employeur, ça ne disqualifie pas l'existence d'un travail dissimulé. Il y a des juridictions qui apprécient ça de manière un peu différente. Donc cette question de l'intention de l'employeur en matière de travail dissimulé, c'est quelque chose qui effectivement est à travailler pour intervenir et pour défendre les intérêts des salariés. Merci. Thierry, comment la CFDT analyse la pratique du travail dissimulé et quelle posture adopte la CFDT, la première organisation syndicale de France, rappelons-le? Il y a plusieurs façons de le voir. Hein. Le premier, c'est sous l'angle juridique, à travers des salariés qui vont réclamer au tribunal parce qu'effectivement, comme vient de dire Sophie, ils ont fait des heures, on leur a pas payé leurs heures. C'est souvent ce qu'on retrouve le plus souvent. D'ailleurs, y compris, même quand ça ne va pas jusqu'au contentieux, dans les entreprises, ça arrive régulièrement qu'on intervienne. Et on bute sur le fait de savoir si le salarié a travaillé parce qu'il fallait qu'il travaille, si c'était avec la consigne de l'entreprise de travailler, ou si, entre guillemets, il l'a fait de lui-même. Et souvent, dans les entreprises, on a une difficulté autour de ça, c'est que les salariés, de plus en plus, on leur donne une tâche à faire, on leur en donne plus que ce qu'ils peuvent faire, donc ils travaillent plus tard le soir, par exemple, et on ne les paye pas. Et régulièrement, dans les entreprises, sans que ça aille forcément contentieux, on a des situations de cette nature qu'il faut qu'on essaie de dépatouiller au mieux. L'autre situation, c'est effectivement, pour faire simple, c'est une fois que les travailleurs sont virés de leur boîte, ils sont licenciés, ils viennent nous voir, on va au prud'homme, et là, on essaie de regarder toutes ces affaires-là. Donc souvent, sur la partie paiement des heures supplémentaires effectuées, on arrive à avoir des éléments de preuve. Donc, par contre, c'est vrai que sur la partie indemnité de travail dissimulé, c'est vrai qu'on l'obtient assez rarement, parce que le caractère intentionnel, c'est compliqué à démontrer. Souvent, on est sur des situations très individuelles de la relation de travail, et c'est pas parce qu'un salarié est confronté à une situation que le salarié est à côté de lui. Voilà. Donc le premier point, c'est le domaine juridique. Le deuxième point, la CFDT, c'est sous l'aspect d'absence de cotisation sociale.
puisque c'est quand même, je n'ai pas les chiffres, mais c'est plusieurs milliards d'euros de cotisations sociales qui ne rentrent pas dans les caisses des organismes de protection sociale, éventuellement peut-être aussi de l'État, et principalement des caisses de protection sociale, hein, que ce soit la maladie, la retraite, la famille, tout ce qu'on veut. Le troisième sujet que ça soulève, c'est souvent le sujet des discriminations, puisqu'on s'aperçoit que plus les gens sont dans des situations sociales précaires, plus ils sont victimes de travail illégal. Ce sont souvent les gens, Samir l'a un peu dit, qui sont en difficulté par rapport à la lecture, par rapport à l'expression, qui n'ont pas de relation, qui osent même pas venir voir un syndicat, même à l'extérieur. Alors ils n'ont pas encore moins aller voir un avocat, l'inspection du travail. Donc ce sont aussi des gens qui sont loin des possibilités de recours. Et puis la dernière catégorie vraiment importante, la CFDT, c'est tout le travail des étrangers, l'exploitation, allant parfois jusqu'à l'esclavage. Ce sont des choses qu'on a déjà vues. Donc en gros, c'est les 4 axes à travers lesquels la CFDT aborde cette question du travail dissimulé. Bien, merci Thierry. Monsieur Bessot, pour poursuivre sur le travail dissimulé par la dissimulation d'emploi salarié, est-ce que certains travailleurs ne pourraient pas être légalement présumés ne pas être en lien avec du travail dissimulé, malgré le fait qu'elles travaillent dans une entreprise? Oui, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que finalement le travail dissimulé total, il existe toujours, hein. On rencontre encore dans certains secteurs, le BTP, les HR, etc., on rencontre encore des situations où il y a des travailleurs qui ne sont pas du tout déclarés. Malgré tout, c'est devenu minoritaire, c'est-à-dire que maintenant on a plus de fraude au faux statut, de fraude à la dissimulation partielle d'activité, des situations où en fait il y a un début d'apparence de légalité, mais l'infraction apparaît au fur et à mesure et finalement l'entièreté de l'activité n'est pas déclarée et donc c'est des choses qui se développent. Donc effectivement avec le développement notamment de l'auto-entrepreneuriat ou des nouvelles organisations possibles des entreprises, il y a un développement également des situations où avec une apparence de légalité, ça couvre en fait du salariat qui est déguisé sous un autre statut. Et effectivement, on a des situations que vous avez tous en tête, j'imagine maintenant, de personnes qui sont déclarées en tant qu'auto-entrepreneurs, donc avec une activité en tant que telle, et donc avec une présomption d'activité d'auto-entrepreneur, mais qui en fait exercent sous l'autorité, sous le contrôle et pour le bénéfice exclusif d'une personne, donc comme le ferait un salarié. Et dans ce cas-là, effectivement, le Code du travail pose une présomption simple de conformité pour la personne qui est auto-entrepreneur ou qui est gérant d'une entreprise ou qui a une entreprise. Mais l'analyse des faits et dans le cas du contrôle, tout le travail consiste justement à rassembler les éléments. Il n'y a pas un seul critère qui va faire que forcément on va basculer dans le travail illégal ou le travail dissimulé, mais on va cumuler un ensemble d'éléments de constatation qui permettront d'établir que la personne, dans les faits, n'est pas auto-entrepreneur, mais est salarié de telle entreprise. Donc c'est apparu via les plateformes et vous savez comme moi que ça se développe dans des secteurs dans lesquels précédemment dans les HCR on avait que du travail dissimulé classique, c'est-à-dire le serveur qui n'était pas déclaré, l'extra qui n'était pas déclaré, etc. Maintenant, on a beaucoup plus affaire à des établissements qui recourent à des auto-entrepreneurs, donc avec aussi une apparence de statut, mais l'auto-entrepreneur, finalement, se comporte comme un salarié, et d'ailleurs, pour l'entreprise, ça ne fait pas vraiment de différence dans la pratique quotidienne. Le statut de la personne est assez indifférent. Donc, il y a effectivement le Code du travail prévoit une présomption de conformité du statut initialement, mais qui est une présomption simple et qui évidemment, à l'occasion du contrôle, peut être démontée pour établir que la personne est salariée. Et alors c'est vrai évidemment avec des travailleurs nationaux, mais vous l'évoquiez également, c'est quelque chose qui se développe énormément avec les prestations de services internationales. On a aussi beaucoup d'auto-entrepreneurs étrangers qui viennent travailler en France, et là aussi
On a le cas sur le secteur maritime, je pense à ça, puisqu'on est une région qui est assez concernée par les travaux maritimes, notamment avec les chantiers d'éoliennes, etc. On se retrouve sur des chantiers où il y a des dizaines, voire des centaines de salariés qui sont auto-entrepreneurs et qui finalement interviennent dans un cadre organisé, structuré, etc. Donc c'est vrai qu'il y a et en termes de contrôle, on voit bien que c'est pas du tout la même complexité entre constater que la personne n'est pas déclarée, bon c'est du oui ou non, donc là c'est quelque chose d'assez simple. La fraude au statut, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe parce que ça nécessite, puisqu'à l'apparence de la présomption de validité du statut, si on doit le dire comme ça, il faut que l'agent de contrôle, il faut qu'on démonte finalement l'apparence de ce statut pour établir la fraude. Et donc on voit bien que le système de faisceau d'indices, il est cohérent parce qu'il ne peut pas y avoir d'autre solution. Mais par contre, c'est une exigence importante en termes de contrôle, ça nécessite du temps, ça nécessite des investigations assez complexes. Donc on a une difficulté particulière par rapport à ces fraudes-là qui rendent l'efficace, qui requièrent plus de temps et qui rendent l'efficacité du contrôle un petit peu moins simple que sur le travail dissimulé qu'on entendait dans le micro-trottoir, la personne n'est pas déclarée, on tombe dessus, c'est assez simple, on regarde dans les fichiers d'URSSAF, la personne n'est pas déclarée et on peut verbaliser, et il y a tout un tas de sanctions qui se mettent en œuvre rapidement. Sur les fraudes au statut, c'est beaucoup plus compliqué. D'accord, donc j'imagine qu'on va aller voir, par exemple, s'il n'y a pas un lien de subordination ou... Oui, c'est ça, on regarde le lien de subordination, on regarde la clientèle, c'est-à-dire qu'est-ce que la personne a d'autres clients ou est-ce qu'elle travaille toujours pour le même prestataire, on regarde les moyens de travail, est-ce qu'elle a ses propres outils, on a des auto-entrepreneurs qui arrivent sur des chantiers qui utilisent l'ensemble des matériaux et matériels de l'entreprise donneur d'ordre, on regarde l'ensemble de la prestation, en fait il n'y a pas un critère qui est établi, mais effectivement il y a le lien de subordination, il y a les modalités de rémunération, il y a l'existence ou pas d'une autre clientèle, la disposition de moyens de production propres ou pas. En fait, est-ce que la personne se comporte comme un vrai entrepreneur qui donne une prestation de service, ou est-ce que la personne se comporte comme un salarié qui met à disposition sa force de travail uniquement? D'accord, merci. Et donc, quand une infraction de travail dissimulé est constatée, une question qui me vient à l'esprit, maître, est-ce que le salarié ne pourrait pas être considéré comme complice ou comme co-auteur de l'infraction lorsqu'elle est constituée? Alors, effectivement, la question peut se poser. À partir du moment où un contrat de travail est caractérisé et que le salarié se trouve uni à son employeur par un lien de subordination et qu'un employeur lui donne des instructions et qui est à l'origine en fait du fourni du travail, on considère qu'il n'y a pas de complicité en réalité du salarié dans l'infraction de travail dissimulé. C'est effectivement une valeur sociale importante. La jurisprudence considère que le salarié n'est pas à l'origine en fait du travail dissimulé, que c'est l'employeur qui doit donner des instructions et qu'il a agi dans ce cadre-là. Mais en tout cas, si un employeur est poursuivi pénalement pour une infraction de travail dissimulé, le salarié ne pourra pas être considéré comme complice et condamné de la même manière que l'employeur, y compris en tant que complice, dans la mesure où voilà, le contrat de travail, c'est l'employeur qui décide et ce n'est pas le salarié qui est à l'origine de l'infraction en question. Voilà. Merci. Simplement pour rebondir sur la réponse, sur la question spécifique des travailleurs étrangers, hein, c'est pareil, c'est-à-dire que l'auteur de l'infraction, c'est l'employeur, donc c'est-à-dire que le travailleur étranger qui travaille sans titre, et vous trouverez sur le site du ministère du Travail, il y a des éléments d'accompagnement pour aider les travailleurs étrangers qui sont dans cette situation. L'auteur de l'infraction, ça ne peut pas être le travailleur étranger, c'est bien l'employeur qui a fait appel à un étranger sans vérifier qu'il ait le titre de travail. Et puis comme vous le disiez, on est sur des situations où on est souvent proche de l'exploitation humaine, hein, on le voit nous, notamment sur les questions d'hébergement principalement, mais ça concerne les autres aspects de la relation de travail. C'est important et on s'attache à accompagner aussi les travailleurs étrangers pour qu'ils soient confortés dans leurs droits et que l'auteur de l'infraction, c'est bien l'employeur qui doit être soutenu. D'accord. Je visais, dans mon esprit, je visais par exemple
un salarié auquel l'employeur aurait pu demander de démissionner pour se réinscrire en tant qu'indépendant. Est-ce que vous ne pourrez pas incriminer justement ce salarié en disant que finalement il était un peu coupable en quelque sorte? Je laisserai répondre maître après, mais non, parce qu'en fait, dans la caractérisation du travail dissimulé, il y a la notion de subordination, donc qu'elle soit économique, dans l'organisation du travail, etc. Donc, dans le cas que vous décrivez, alors ça suppose de démontrer et d'interroger le salarié et les autres salariés, parce que c'est rare que ça concerne qu'une personne, ça peut être le cas sur les petites activités, mais quand même. De démontrer que c'est bien un ensemble structuré, que c'est une infraction structurée. On a rarement une infraction comme ça ponctuelle avec une personne qui n'est pas déclarée. C'est souvent un système finalement assez global qui est mis en œuvre. Et donc il faut démontrer que si la personne était salariée, que comme par hasard un an après elle devient auto-entrepreneur, tout en continuant à travailler pour la même personne, etc. Elle a quand même plus à perdre qu'à gagner en le faisant. Alors oui, à mon sens, effectivement, comme vient de l'expliquer M. Bessot, un salarié ne pourra pas être, à partir du moment où il est effectivement salarié, ne pourra pas être considéré comme coupable, reconnu coupable de travail dissimulé. La seule hypothèse où des conséquences peuvent être tirées vis-à-vis du salarié en question, c'est un salarié qui a travaillé sur une période d'arrêt de travail, par exemple, qui a été indemnisé via le versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale, ou à partir du moment où il était indemnisé par France Travail au titre du chômage, si le travail dissimulé est reconnu, effectivement, là, que ce soit France Travail ou que ce soit la CPAM, là, il pourrait y avoir une difficulté pour le salarié qui pourrait être amené, si le travail dissimulé est reconnu, à devoir restituer les indemnités qu'il a pu percevoir sur d'autres plans, dans la mesure où, voilà, s'il devait obtenir une rémunération par l'employeur, il ne devait pas, par ailleurs, être indemnisé au titre d'un arrêt de travail ou du chômage. Mais ça ne vient pas dire que le salarié aurait été responsable ou coupable de travail dissimulé. En tout cas, c'est à mon sens assez différent. Peut-être pour compléter, du coup, le propos de Mme Condamine. Effectivement, le salarié il est par nature, on va dire, victime de la situation, mais c'est également vrai que nous, en termes URSSAF, on va vérifier la situation du salarié, même si celui-ci est victime, et effectivement, s'il a touché des allocations chômage alors qu'il était auto-entrepreneur qui ne déclarait pas son chiffre d'affaires en même temps, ou qui percevait des IJ, des indemnités journalières, nous allons systématiquement transmettre les informations aux caisses prestataires, hein, puisqu'on a des conventions, on travaille beaucoup avec les CAF, les CEPAM, la CARSAT, parce que également il y a aussi le rétablissement des droits du salarié qui prévaut. Donc on travaille avec tous les organismes de protection sociale de façon à les alerter, à les informer sur les situations que nous constatons lors de nos contrôles, de manière à ce qu'ils rétablissent correctement les droits perçus indûment ou les droits qu'ils devraient percevoir pour l'avenir. D'accord, merci. Et en tant que militant syndical, on peut, nous tous, être témoins au travers de nos environnements de travail, de relations sociales, familiales, culturelles, ou encore amicales même, être témoins d'une pratique de travail dissimulé et quels conseils on pourrait donner demain à un adhérent, un militant, qu'il soit témoin ou spectateur, quels conseils est-ce qu'on pourrait lui donner en tenant compte particulièrement du caractère nécessaire ou alimentaire de son travail? Quels conseils est-ce qu'on pourrait lui donner? Disons que moi je rappellerai tout d'abord que tout travail réalisé doit être déclaré. C'est la base, quoi. La déclaration du travail réalisé, puisque ça a plusieurs conséquences qui ont été rappelées au début de l'intervention au niveau du colloque. Les principes essentiels de la lutte contre le travail illégal, contre de la fraude sociale, ils sont de trois ordres notamment. C'est la protection du financement de la sécurité sociale. Ça c'est important. On le voit bien aujourd'hui, c'est souvent remis en cause, savoir si on doit baisser les cotisations, si on doit moins cotiser, est-ce qu'on doit moins prendre en charge les remboursements de médicaments, etc., etc. Tout ça, ça joue, puisque, si on voit l'évoquer au départ, la fraude sociale, c'est à peu près estimé entre 6 et 8 milliards d'euros par an en France. Donc, il faut absolument préserver ce système de cotisation et l'absence de déclaration, l'absence de cotisation,
ça vient mettre en cause ce système, et notamment au niveau des retraites, notamment lorsqu'on est en plus en période de déficit suite au Covid, etc., comme on a pu le connaître récemment. Le deuxième point, qui est également important au niveau du travail illégal, c'est la lutte contre la concurrence déloyale entre les entreprises. Une entreprise qui ne va pas verser de cotisation pour ses salariés alors qu'elle devrait le faire, elle va pouvoir se permettre de pratiquer des prix plus intéressants, etc., vis-à-vis de son concurrent qui va se trouver à côté et qui, lui, va déclarer toutes ses charges correctement et donc va avoir un coût supplémentaire. Et si on se retrouve sur une divergence comme ça entre deux entreprises, il y en a une qui va forcément avoir des difficultés financières à un moment ou à un autre et peut très bien terminer par devoir fermer son entreprise et donc mettre au chômage des personnes, etc. Donc c'est finalement un enchaînement de conséquences pour l'employeur et les salariés. Et puis enfin, le troisième point également, c'est la garantie de la protection des salariés. L'objectif, c'est aussi que les salariés soient protégés lorsqu'ils sont déclarés, notamment lorsqu'on évoquait, en cas d'arrêt maladie, en cas d'accident de travail, de bénéficier des indemnités journalières. Si vous n'êtes pas déclaré, ça ne sera pas le cas. Et puis, si le contrat il est rompu pour X raison, la possibilité de bénéficier d'allocations chômage, etc. Donc, lorsque vous avez, vous, connaissance de situations de travail illégal, je vous dirais, il ne faut pas trop avoir d'état d'âme. Il faut ne pas hésiter à les signaler auprès de l'ensemble des services qui sont habilités à lutter contre le travail illégal, ou éventuellement également faire un signalement auprès du procureur de la République, qui lui, après, via les comités opérationnels départementaux antifraude, pourra organiser des contrôles ou informer les différents services compétents. Thierry, du coup, je rebondis dans ton parcours syndical. Est-ce que tu as pu voir des professions particulières ou à quelle occasion à quelle occasion tu as pu rencontrer ce type de travail dissimulé, et y a-t-il des professions plus particulières que d'autres au cours desquelles tu as pu rencontrer ce type de travail dissimulé? Moi, j'ai tendance à dire le secteur où j'en ai le plus rencontré, c'était la distribution publicitaire. Sauf que maintenant, il n'y a plus de publicitaire, mais voilà, on a des entreprises qui ne payaient pas leurs salariés autant de travail réel, quoi. Et qui tordaient les conventions collectives ou la convention collective de manière à payer les salariés 3 fois moins cher que ce qu'ils auraient dû. Donc là, c'est que au prud'homme, puisque voilà, c'était des boîtes qui ne payaient pas les gens qui travaillaient le 1er mai, par exemple. C'était voilà, des gens qui vivaient de la misère du monde. Sinon, moi, ce que j'ai vu, c'est aussi des entreprises qui utilisent des CDD. Mais là, on n'est plus en train de dissimuler, on est dans on prend des CDD pendant un certain temps, et puis après, on fait embaucher de salariés pour faire le même boulot, mais avec une autre société du groupe. De manière à ce que le salarié, il puisse travailler plus que 18 mois. Et puis on le faire intégrer. Donc c'est aussi des histoires de magouilles avec les jeux de société dans les groupes. Ça, c'est aussi des choses qui aujourd'hui, moi je reconnais que syndicalement, on est un peu à la ramasse sur cette partie-là, et qu'aujourd'hui, les entreprises sont organisées de façon en groupe. Moi j'ai connu des boîtes où dans le même couloir, vous avez des salariés qui appartiennent à 3 ou 4 CSE différents, et c'est la même entreprise. Donc c'est extrêmement compliqué d'avoir une action syndicale dans ces boîtes-là. Et ça, c'est une chose sur laquelle je pense qu'on a un travail à faire, qui n'est pas forcément très simple. Mais c'est, comme vous disiez, monsieur Buisseau, c'est toute une variation de statut de salarié et de statut d'entreprise qui font qu'on a des situations très émiettées et qu'on n'a pas vraiment d'outils, je pense, ni les uns ni les autres, pour avoir une vision globale des situations. Voilà, donc on fait un peu des coups, on fait à l'occasion d'un contrôle, on s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, ou un salarié dans une boîte s'aperçoit que la sous-traitance, c'est bizarre, on sent qu'il y a des choses pas claires parce que les mecs ils dorment dans leur camion à côté ou des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on est un peu désarmé syndicalement souvent, et puis c'est souvent des petites entreprises aussi. Voilà, on parlait de l'auto-entrepreneur, mais
dans les petites boîtes, syndicalement, on l'a vu, hein, quand on voit qu'on n'a que 4% des gens qui votent toutes les PE, ben, on a de la marge pour être efficace, quoi. Finalement, je rejoins évidemment ce que disait l'URSSAF sur l'importance de faire les signalements. Après, en tant que, et pour faire le relais avec ce que vous disiez sur l'action syndicale, je pense que ce qui est intéressant, c'est que les signalements one-shot sur, bah, tiens, il y a un tel qui n'est pas déclaré, etc., finalement, on n'en fait pas grand-chose parce qu'on en a énormément. Je pense qu'il est intéressant à travailler, c'est la notion de secteur ou la notion d'infraction un petit peu multiple. Et là, je pense que en tant que en tant que personne impliquée dans le mouvement syndical, vous pouvez construire des choses, c'est-à-dire regarder à partir d'un signalement donné, est-ce que c'est une situation purement ponctuelle, isolée, ou est-ce que ça reflète une pratique d'un secteur d'activité. Et là, effectivement, c'est intéressant de creuser, parce qu'il y a des secteurs d'activité, ils sont multiples, il y en a des centaines, il y a des micro-secteurs. Hein. Cette semaine, on a eu un signalement sur des DJ, etc. Donc forcément, les DJ, ça fait pas des milliers d'emplois, mais malgré tout, pour les personnes qui travaillent dans ce secteur d'activité, la fraude au travail illégal, ça représente pas des montants énormes pour l'URSSAF, ça représente peut-être quelques dizaines ou centaines maximum d'emplois non déclarés en Normandie, mais c'est un sujet particulier qui nécessite d'être travaillé. Il peut y avoir des évolutions de pratiques dans ce secteur-là comme dans d'autres. Donc, vous voyez, essayer de regarder par secteur et de nous faire un signalement en disant, bah, tiens, moi j'ai eu un signalement, pour rester sur cet exemple d'un DJ, et puis finalement, en creusant un petit peu, en regardant sur ce qui existait sur les réseaux, les propositions commerciales, etc. Et voilà, il me semble qu'il y a quelque chose qui apparaît. Donc, plutôt nous faire remonter comme ça des dossiers, si vous pouvez. Hein, je sais que c'est parfois extrêmement compliqué. Et vous n'avez pas le pouvoir d'enquête, évidemment, et les pouvoirs d'enquête interministériels et interinstitutionnels qui existent au niveau des départements et de la région. Mais comme ça, essayer de focaliser par secteur. On travaille aussi sur les livraisons de colis, par exemple. Vous voyez un petit peu, il faut être curieux, il faut être attentif parce que là, les infractions évoluent en permanence et que, bah, en fonction des secteurs géographiques, il y a les infractions qu'on connaît. Vous citiez les grands secteurs. Si on regarde dans le plan national de lutte contre le travail illégal, sans surprise, les principaux secteurs qui sont à cibler, c'est le BTP avec environ 8% de travailleurs dissimulés. Le transport, on évalue à peu près à 9%, les HCR et l'agriculture, on voit bien également. Mais à l'intérieur de ces gros secteurs, il peut y avoir des réalités locales assez différentes. Et donc, c'est intéressant de par le maillage. Nous, comme je disais, on est environ 110, 120 agents de contrôle sur l'ensemble de la région. Et donc, on est toujours intéressé pour avoir des éclairages d'acteurs impliqués dans un secteur d'activité ou sur un secteur géographique pour nous dire, bah, tiens, il se passe ça sur mon territoire, dans mon secteur d'activité, est-ce que c'est normal, pas normal. Donc, vous voyez, plutôt qu'un signalement il y a monsieur Tartampion qui n'est pas déclaré dans le restaurant à côté, voilà, plutôt essayer de construire des signalements que de faire des signalements, mais évidemment, vous pouvez toujours prendre tous les signalements parce que ça fait partie de la modalité d'intervention. Merci. Peut-être une question. En matière de santé et sécurité au travail, est-ce que ça comporte des risques, justement, cette pratique de travail dissimulé? Je sais pas si... Bah, en fait, le travail dissimulé, c'est la dénégation un petit peu de tous les droits du salarié. Donc, forcément, c'est souvent des activités qui sont pénibles, qui sont à risque, qui sont le plus sujettes à un travail dissimulé. Dans la banque et dans l'assurance, on en voit assez peu. Il peut y avoir des dissimulations de statut, etc. Mais c'est quand même pas là qu'on a le plus de travail dissimulé. Et on voit des situations qui sont assez ahurissantes. On a eu des situations de conducteurs de bus non déclarés, par exemple. Donc, cette année, dans le BTP, on a ça. Et effectivement, on voit, alors, en fait, en santé et sécurité, évidemment, les travailleurs non déclarés sont très exposés aux risques en matière de santé et sécurité. Malgré tout, le plus souvent, on n'en a pas connaissance parce que lorsqu'ils ont un accident, bah, ils sont déposés à l'entrée de l'hôpital, aux urgences, sans autre déclaration. Donc, on n'a pas l'information. Malgré tout, on reçoit des informations sur des accidents graves et mortels, et on constate que, notamment chez ce qu'on a évoqué tout à l'heure dans les faux statuts, on a beaucoup d'accidents de faux entrepreneurs dans le secteur concerné, hein, donc le BTP notamment, mais aussi l'agriculture. Et du coup, on a fait part
d'un jugement qui peut illustrer ceci, puisque c'est un jugement de la Cour d'appel de Caen du 21 octobre 2024, donc qui est assez récent, un salarié qui était auto-entrepreneur bûcheron, qui a eu un accident du travail mortel en 2021. Donc c'est une jeune personne qui avait 38 ans, qui venait d'avoir un enfant et qui est décédé donc lors de l'abattage d'un arbre. Et donc la Cour d'appel de Rouen a condamné cette entreprise à 30 000 € d'amende, justement sur le fait que cette personne aurait dû être déclarée en tant que salarié, puisque elle intervenait toujours pour le même client, de façon permanente, sous son ordre, qu'elle n'avait aucun, à part la tronçonneuse, tous les autres moyens matériels étaient mis à disposition par l'entreprise qui exploitait la forêt. Donc, il y a eu une reconnaissance du travail dissimulé. Donc, on voit bien sur des cas comme cela que le travail, les faux statuts, le travail dissimulé, ça a aussi des conséquences en matière de santé et sécurité. Et que, effectivement, c'est pas, il y a la question des droits sociaux, évidemment, qui sont majeurs, mais on a évoqué la santé et sécurité, on a évoqué également la traite des êtres humains. On a des situations qui sont souvent humainement scandaleuses et inacceptables, et qui, malheureusement, en termes de santé et sécurité, aller par l'évaluation des risques, aller par les moyens de prévention de quelqu'un qui n'est même pas déclaré, on voit que on est sur des niveaux de prévention des risques qui sont souvent très élevés. Alors, juste pour préciser également, à partir du moment où un salarié n'est pas déclaré, on imagine bien qu'il n'y a pas d'affiliation à un service de santé au travail, donc il n'y a pas non plus d'accès aux médecins du travail et de suivi régulier des salariés. Donc c'est aussi, à mon avis, un aggravant en termes de santé et sécurité, un facteur de risque évidemment très important, puisqu'il n'y a pas de suivi des salariés par un médecin du travail, et les salariés peuvent pas non plus s'ouvrir à des difficultés, des problématiques qu'ils rencontrent. Donc c'est une autre difficulté. Et c'est vrai que, pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, on voit aussi, en fonction du contexte économique ou de l'activité post-Covid, on a vu ressurgir aussi dans le secteur du bâtiment, notamment, nous, on a été confrontés à pas mal de problématiques, en tout cas au cabinet, sur des entrepreneurs qui ont de moins en moins de chantiers, font de moins en moins de travail aux salariés, puis brutalement disparaissent dans la nature. Donc il n'y a pas de liquidation, il n'y a pas de dépôt de bilan de l'entreprise, il n'y a rien. Donc les salariés sont toujours salariés, ils n'ont plus de nouvelles de leur employeur, plus de bulletin de paie, plus rien du tout. Donc on est obligé de saisir le conseil de prud'homme pour que le conseil de prud'homme mette un terme au contrat de travail des salariés qui se retrouvent dépourvus de ressources avec plus rien du tout. Et ça, c'est des situations qui sont très compliquées jusqu'à ce que l'entreprise soit mise en liquidation judiciaire, etc. Donc c'est aussi des choses qu'on ne voyait plus vraiment et qu'on revoit ces derniers mois, années, qui sont très compliquées à vivre pour les salariés comme ça. Bien, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre participation.